la leçon précédente, nous avions vu le cas d'un modèle de probabilité dans le cas discret. Dans cette leçon, nous allons traiter le modèle de probabilité dans le cas continu. Nous avions déjà expliqué pour quelles raisons il faut dissocier ces deux cas et traiter chacun à part. Alors, dans cette leçon, nous allons commencer par une petite introduction, puis passer directement à l'introduction du modèle de probabilité. Alors, pour l'introduction, nous allons rappeler que pour des observations numériques continues, l'ensemble des valeurs possibles est un intervalle I et les événements d'intérêt sont des sous-intervalles J, indice I. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un modèle continu et un modèle discret. C'est pour les données discrètes, nous avions un certain nombre de valeurs isolées et donc on pouvait uniquement se limiter à ces valeurs. Pour le cas des données continues, l'ensemble des valeurs possibles est plutôt un intervalle et nous avions dit qu'un événement pourrait être n'importe quel sous-intervalle de cet intervalle, mais dans la pratique, les événements qui ont de l'intérêt, c'est plutôt des sous-intervalles ou des petits intervalles. Dans ce contexte, on va le noter G indice I. Alors, la probabilité qu'une valeur observée soit dans J indice I est notée P de G indice I. Nous avions déjà vu comment on peut approcher cette probabilité à travers la fréquence relative de cet événement. Et donc, vu comme la valeur limite de la fréquence relative de cet événement, quand le nombre d'observations est de plus en plus grand. Donc, pour ce qui est d'un événement, on sait comment approcher cette probabilité en partant de la fréquence relative, mais en faisant tendre le nombre total des observations plus ou moins vers l'infini. Alors, comme dans le cas discret, cette façon d'approcher une probabilité est dite empirique, parce que c'est de l'empirisme, elle est basée sur les données elles-mêmes, et non pas sur des présomptions théoriques. Dans de nombreuses situations, on peut adopter un modèle a priori, en se basant sur des connaissances concernant la nature du phénomène à observer. Donc, c'est exactement comme dans le cas discret, nous allons exploiter certaines connaissances sur notre phénomène et, à partir de là, adopter un modèle théorique a priori, bien évidemment, qui soit le mieux adapté à la situation. Alors, ce modèle nous permettra de déterminer la probabilité de tout événement. Mais, vu la nature des données, et donc celle des événements, le modèle ne sera pas sous forme d'un tableau. Ce qui veut dire que, si dans le cas discret, on était tout simplement passé d'un modèle, d'un tableau de fréquence à un tableau que nous avions qualifié de modèle de probabilité, ici, ça ne va pas être le cas, parce que nous n'allons pas nous limiter à quelques intervalles spécifiques, mais ce qui va nous intéresser, c'est n'importe quel intervalle, et alors le modèle ne sera pas défini de la même façon, donc à partir d'un tableau, comme dans le cas discret. Pour caractériser un modèle de probabilité dans ce cas, et illustrer les fondements du choix d'un modèle a priori, on fait appel à quelques exemples comme d'habitude. Donc, modèle de probabilité. Exemple 1. Revenons à l'exemple du cercle et de la flèche. Plaçons un point A sur le cercle et faisant tourner la flèche de manière aléatoire, celle-ci s'arrêtera face à un point M du cercle. Donc, cet exemple-là, on l'a déjà vu dans la leçon précédente, mais on l'avait utilisé un petit peu différemment. On ne s'est pas intéressé à un point M sur le cercle, mais on a tout simplement subdivisé le cercle en 8 arcs égaux, et on s'est intéressé à la possibilité que la flèche s'arrête face à l'un des cercles. Ici, nous n'allons pas rester figés en considérant uniquement des arcs, mais nous allons tout simplement parler de n'importe quel point que nous allons appeler M,
face auquel la flèche va s'arrêter une fois qu'elle s'arrête, bien sûr. Et alors, maintenant que nous avions placé un point A sur le cercle et la flèche s'arrête sur un point M, on va noter L indice M, la longueur de l'arc orienté à M. L'arc orienté parce que si A est placé sur le cercle de manière fixe et M, c'est le point auquel la flèche pointe, on peut aller vers M de deux façons différentes. On peut aller dans le sens contraire d'une montre ou on peut aller dans le sens de la montre. Alors, nous, on va choisir une seule orientation pour qu'on ait un arc AM bien défini. L'ensemble des valeurs possibles de la longueur LM est l'intervalle 0 de pi. Pourquoi 0 de pi? Tout simplement parce que l'arc total de pi représente le périmètre du cercle. Donc, le grand arc possible, c'est 2 pi. Alors, pour deux points B et C du cercle, les chances que la flèche s'arrête face à un point M entre ces deux points, B et C, seront évaluées par le rapport entre la longueur de l'arc orienté, BC, et le périmètre du cercle. Ceci est tout à fait naturel parce que dans la leçon précédente, nous avions vu que lorsque nous avons un arc qui représente le huitième du cercle, les chances que la flèche pointe à n'importe quel point de cet arc étaient 1/8. Et on peut comprendre maintenant que ces chances ne dépendent que de la longueur de l'arc, peu importe la position de cet arc. Et donc maintenant, on est en train de proposer que si on a un arc BC, les chances que la flèche pointe à un point entre ceux-ci, c'est tout simplement la longueur de l'arc, toujours orientée, parce que BC peut former deux arcs différents. Alors, si on note L indice B et L indice C, les longueurs des arcs orientés AB et AC, donc le point de référence sera toujours A, on a la probabilité que la longueur LM, qui est en fait la longueur de l'arc AM, se trouve entre LB et LC, elle est égale à LC moins LB sur 2pi. Alors, d'où vient LC moins LB? LC moins LB, c'est tout simplement la longueur de l'arc BC. Et le 2pi qui est en bas, c'est la longueur de l'arc le plus grand possible, qui est le périmètre du cercle. Donc, finalement, les chances que la longueur du point M, AM se trouve entre LB et LC, c'est la longueur de l'arc BC divisée par la longueur totale de l'arc qui est le cercle, et donc 2pi. Et vu cette structure en tant que produit, si l'on peut dire, nous avons le numérateur divisé par le dénominateur ou le numérateur divisé par l'inverse, 1 sur 2pi, on a la surface du rectangle de base, l'intervalle LB-LC, et de hauteur 1 sur 2pi. Donc, ce rapport-là, nous pouvons aussi le voir comme un produit de ces différences et de ce nombre qui représente la hauteur de ce rectangle. Alors, la probabilité que LM appartient à tous ces intervalles maintenant est obtenue à partir du rectangle de base 0,2pi et de hauteur 1 sur 2pi. C'est ce que nous avions déjà vu auparavant. Nous avons le rectangle qui a cette base, ça c'est le grand rectangle, et qui a cette hauteur, et que finalement, pour n'importe quel arc, on prend sa longueur, qui fait partie de la longueur qui est un nombre plus petit que la longueur de cet intervalle, qui est 2pi, et on multiplie par ceci au lieu de la diviser par 2pi, ce qui revient au même. Donc finalement, la probabilité de n'importe quel, que Lm se trouve dans n'importe quel intervalle, c'est tout simplement la longueur de cet intervalle multipliée par 1 sur 2pi ou divisé par 2pi, ce qui revient au même. Alors, si maintenant on fait tourner la flèche n fois de manière aléatoire, on obtient n valeurs observées que nous allons noter L1 jusqu'à Ln dans l'intervalle 0, 2pi. Donc on peut imaginer que la flèche s'est arrêtée la première fois face à un point A1 et que la longueur A jusqu'à A1 est notée, de l'arc A jusqu'à A1 est notée L1, et ainsi de suite. Et ceci, ce sont des nombres dans l'intervalle 0,
2π. Une petite remarque, c'est que nous avions ouvert cet intervalle de ce côté-là, parce que de toutes les façons, sur l'arc, la longueur 0 et la longueur de pi nous fait ramener au même point. Donc, ce n'est pas la peine de comptabiliser le point deux fois. Et alors, on a mis 0 et on a exclu 2π. On aurait pu enlever 0 et garder 2π. Alors, pour une subdivision de cet intervalle, c'est-à-dire 0,2π, en sous-intervalle, la surface de chaque rectangle dans l'histogramme est proportionnelle à la fréquence relative du sous-intervalle correspondant. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà vu. Dans un histogramme, les rectangles ont une surface qui est proportionnelle à la fréquence de leur base. On peut modifier les hauteurs de ces rectangles de manière proportionnelle pour obtenir l'égalité entre les surfaces et les fréquences relatives. Donc, c'est toujours une modification de manière proportionnelle, de telle sorte que, au lieu que les surfaces soient tout simplement proportionnelles aux fréquences relatives, on les rend égales à ces fréquences. Et alors, comme conséquence de ceci, la somme des surfaces des différents rectangles devient 1. Donc, le fait que chacune des surfaces correspond à la fréquence de la base du rectangle, c'est-à-dire de l'intervalle qu'on a utilisé dans la subdivision, on retrouve chacun des rectangles a pour surface la fréquence, et comme la somme des fréquences est égale à 1, il est évident que la somme des surfaces est égale à 1. Alors, la fréquence relative d'un sous-intervalle tend vers sa probabilité quand n devient de plus en plus grand. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà expliqué auparavant, et c'est un petit peu ce que nous avions qualifié l'approche empirique d'une probabilité. On doit s'attendre à ce que la hauteur de chaque rectangle tend vers la même valeur 1 sur 2π. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que la fréquence approche la probabilité. Maintenant, la surface du rectangle est exactement la fréquence, et comme nous avions dit que la surface de chaque rectangle, qui est la fréquence, va se stabiliser aux alentours d'une certaine valeur limite dont on supposera l'existence, ici, vu ce que nous avions dit tout à l'heure, que les probas se calculent à partir du rectangle de hauteur 1 sur 2π, la hauteur des rectangles va se stabiliser aux alentours de 1 sur 2π, qui est la valeur commune à toutes les hauteurs. Alors, maintenant, si on revient à notre histogramme, et si on considère les segments au sommet des différents rectangles, ces segments au sommet tendent donc à s'aligner pour ne former qu'un seul segment, qu'on va appeler courbe. Dans les points ont pour abscisse une valeur dans 0,2π et une ordonnée à l'origine qui est 1 sur 2π. Donc ceci n'est qu'une récapitulation de ce que nous avions dit jusqu'à maintenant, puisque les fréquences vont se stabiliser toutes autour d'une même valeur 1 sur 2π, automatiquement, il va y avoir un alignement des segments qui constituent les sommets des différents rectangles pour finalement arriver à constituer un seul segment. Voilà donc l'histogramme avec 500 observations. On voit bien que le 1 sur 2π il est là, et que finalement, les fréquences qui représentent les surfaces se stabilisent, s'approchent d'un côté ou de l'autre de cette valeur commune. Bien évidemment, si on pousse ce 500 un peu plus loin, cet écart-là, ou celui-ci, va se réduire davantage, et les sommets ceux qui sont hauts vont s'abaisser, et ceux qui sont bas vont s'élever pour donner finalement le même segment. Donc, il y aura un alignement de ces segments pour ne former que celui-ci. Mais ça, on a vu ici qu'on ne l'a pas encore atteint pour 500, mais si on va un peu plus loin, on peut l'atteindre. Mais avec déjà 500, on a déjà une bonne idée sur l'allure du segment commun que ces différents segments vont constituer. Alors, le grand rectangle dont j'ai parlé tout à l'heure, il est vraiment là.
il est celui-ci. Et ce rectangle-là, puisque cette longueur c'est 2π et cette hauteur c'est 1 sur 2π, sa surface totale c'est 1. C'est 2π multiplié par 1 sur 2π. Et alors, comme la surface de ce rectangle c'est aussi 1, on voit bien que le manque qu'on a ici, il est là. Hein. Donc finalement, le tout c'est 1. Et alors les trous qu'on a ici, c'est parce qu'on a un dépassement à ce niveau-là. Mais, comme j'avais dit tout à l'heure, avec un nombre d'observations un peu plus important, le dépassement ou le manque sera de plus en plus réduit et que les choses vont se stabiliser pour finalement n'être pas loin de ce segment commun. Alors, la courbe commune que nous avions obtenue, c'est-à-dire le grand segment, qui est constitué par les petits segments une fois que le n devient de plus en plus grand, est dite courbe de densité. Elle permet de calculer la probabilité de tout intervalle et nous définit donc un modèle de probabilité dit modèle uniforme dans ce cas. Donc, cette chose-là, je l'avais déjà dit tout à l'heure, parce que notre modèle, nous espérons que tous les rectangles aient plus ou moins la même hauteur, et comme la surface des rectangles à l'origine, sans que le n ne soit très grand, représente la fréquence, une fois que le n, le nombre d'observations totales, devient grand, ces fréquences tendent vers la probabilité, et donc maintenant, nous n'avons pas besoin de traiter événement par événement. À partir de la courbe que nous avions qualifiée courbe de densité, nous pouvons calculer la probabilité de n'importe quel événement, c'est-à-dire les chances que notre L, M se trouve dans n'importe quel intervalle, ou notre point M se trouve entre n'importe quels deux points A et B, à partir tout simplement de ce segment en faisant un petit calcul de surface élémentaire d'un rectangle. Alors, cette courbe-là, qui est dans ce cas un segment, peut être considérée comme la courbe d'une fonction f positive et constante définie sur l'intervalle 0,2π et de valeur 1 sur 2π, puisqu'elle est constante. Donc maintenant, avec les deux axes qu'on a, l'axe horizontal et l'axe vertical, nous pouvons imaginer que le segment que nous avions obtenu, qui est de hauteur 1 sur 2π, c'est en fait le graphe d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,2π et qui est à valeur dans 1 sur 2π, donc constante. Cette même fonction sera dite fonction de densité. Donc tout à l'heure, on avait dit que la courbe, on l'appelle courbe de densité, mais comme on peut voir cette courbe-là comme une courbe d'une fonction, on parle aussi d'une fonction de densité. Alors, la probabilité que UM se trouve dans un intervalle AB, qui est un sous-intervalle de 0,2π, contenu dans 0,2π, peut être vue comme une intégrale de cette fonction entre A et B. L'intégrale entre 0 et 2π vaut 1. Donc, la notion d'intégrale, bien qu'on ne l'a pas abordée ici, elle représente tout simplement un calcul de surface. Mais comme on a vu que la probabilité, c'est tout simplement une surface sous une courbe qui est régulière, donc un segment de droite, eh ben, on peut tout simplement calculer de manière précise, si on a les moyens, cette probabilité comme une intégrale d'une fonction constante. Il n'y a aucun mal à faire ça. Je ne propose pas que le calcul dans ce cas-là soit fait de cette manière-là, puisque de toute façon, il est beaucoup plus facile de calculer la surface d'un rectangle que d'aller chercher la valeur d'une intégrale. Mais je le signale quand même parce que dans d'autres situations, ça pourrait ne pas être aussi facile. Alors, un autre exemple, exemple 2, on décide d'effectuer n mesures de longueur L inconnue d'une table, donc c'est l'exemple classique que nous avions déjà évoqué. On effectue n mesures et on note n1, m2, mn, les valeurs observées de ces mesures. Alors, ici, il est naturel de supposer que l'ensemble des valeurs possibles d'une mesure est un intervalle AB contenant la vraie longueur L de la table. Donc, le fait que nous supposons que l'ensemble des valeurs possibles est un intervalle, ceci n'a rien de nouveau, puisque nous sommes en train de manipuler des données continues
et alors l'ensemble des valeurs possibles est un intervalle. Donc c'est un intervalle, et en plus, car toute valeur comprise entre deux valeurs possibles est aussi une valeur possible. Il n'y a aucune raison que si on a deux valeurs déjà obtenues dans deux expériences, de dire qu'une valeur intermédiaire est impossible à obtenir. Ce n'est pas du tout le cas, et de ce fait, l'ensemble des valeurs possibles est un intervalle, et on l'avait appelé AB. Maintenant, il y a une deuxième chose que nous avions dite, c'est que cet intervalle contient la vraie longueur L, que nous ne connaissons pas. Et alors, pourquoi? Si cet intervalle-là ne contenait pas L, le procédé utilisé pour réaliser ces mesures serait incorrect. Qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle ne contient pas L? Ça veut dire tout simplement que L est à l'extérieur d'un côté ou de l'autre. S'il est du côté droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mesures auxquelles on peut penser sous-estiment le L, donnent une valeur estimative qui est plus petite que la vraie valeur de L. Alors, si nous sommes indifférents dans la mesure de cette longueur, il n'y a aucune raison qu'à chaque fois, nous allons obtenir une valeur qui est toujours au-dessous de la valeur L. Même chose si elle est à gauche. Si elle est à gauche et notre intervalle est à droite, ça veut dire que les valeurs que nous allons obtenir seraient toujours au-dessus de L. Ça veut dire qu'on est toujours en train de surestimer L. Encore une fois, si notre travail est fait de manière correcte, il n'y a aucune raison d'obtenir ça, ce qui fait qu'on doit s'attendre à ce que les différentes mesures seraient de part et d'autre de ce L. Certaines seraient plus petites, d'autres seraient plus grandes, et donc le L serait dans l'intervalle. Alors, si on note M indice M, la moyenne des n mesures, on peut passer des données brutes à des MI, à SI, qu'on va noter MI moins M indice M. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons tout simplement prendre nos mesures, calculer leur moyenne et la soustraire de chacune de ces mesures. Et alors, la moyenne des SI, on l'espère être 0. D'ailleurs, si on regarde ce M indice M comme étant la moyenne des MI, si on fait la somme des SI, automatiquement, on peut vérifier que c'est 0. Mais la moyenne, ce n'est qu'une somme divisée par le nombre total des valeurs. Donc, ça va être, puisque la somme est 0, elle doit être 0. Alors, SI est une sorte de déviation de MI par rapport à la moyenne M indice M. Donc, si, à l'origine, les MI sont nos mesures, après avoir enlevé la moyenne, le SI représente un écart entre la moyenne des mesures et chaque mesure. Et c'est pour ça qu'en moyenne, les SI sont nuls. Alors, SI est une sorte de déviation de MI par rapport à la moyenne, c'est assez clair. L'ensemble des valeurs possibles de SI reste un intervalle, parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'on fait au MI pour obtenir SI? On soustrait un nombre, donc on fait une translation. Et alors, toute translation d'un intervalle donnera un intervalle. Il n'y a aucune raison qu'un intervalle, une fois translaté, c'est-à-dire toutes ces valeurs on leur ajoute le même nombre, on leur soustrait les mêmes nombres, le résultat serait un intervalle décalé vers la droite ou vers la gauche selon le signe de cette moyenne. Et alors, on se propose de subdiviser cet intervalle en cas intervalles appelés classes de même longueur. Mais ceci, c'est tout simplement pour la facilité de l'exemple et la clarté de la chose, mais cette même longueur n'est pas quelque chose de nécessaire. Alors, pour n suffisamment grand, on s'attend à ce que l'histogramme révèle quelques propriétés. La première propriété, c'est que la classe de grande fréquence est plus ou moins au centre des classes. Donc, on a fait les subdivisions. Chaque intervalle, on l'avait appelé classe. Nous allons représenter l'histogramme de ces données. Et donc, on s'attend à ce que l'histogramme est sous forme d'une pyramide plus ou moins, et que la classe la plus élevée, la plus haute, est au centre de cet histogramme. Pourquoi ça? C'est basé sur une petite intuition qui dit que si je veux mesurer une longueur,
Et si j'utilise un instrument de mesure relativement précis, je peux m'éloigner de la vraie longueur, c'est possible, mais pas très souvent. En général, les différentes mesures seraient assez proches de la vraie longueur parce que, justement, je fais tout pour faire des mesures le plus précis possible. Et alors, le grand nombre de données serait au centre. Et donc, il fera que le rectangle vers le centre, ou les rectangles vers le centre, auraient une hauteur un peu plus importante. Et donc, puisque 0, qui est la moyenne des SI, est aussi dans le nouveau intervalle translaté AB, 0 n'est pas loin de cette classe. Rappelez-vous que 0, c'est en fait la moyenne des SI. Et donc, les SI vont être répartis de part et d'autre de ce 0. Et comme il y a une grande fréquence des valeurs au centre, le 0 ne serait pas loin de la classe la plus fréquente. Une autre propriété, c'est que plus on s'éloigne de cette classe, vers la droite ou vers la gauche, plus la fréquence diminue. Alors, pourquoi ça? D'abord, parce que la somme des surfaces des rectangles dans notre histogramme, on l'avait déjà dit, représente 1. Et alors, si on a un rectangle qui est assez important au milieu, avec une grande surface, c'est au détriment des autres surfaces. Mais une explication supplémentaire qui nous permet de nous convaincre que non seulement la classe du centre est plus élevée au détriment des extrêmes, mais aussi de la façon avec laquelle on approche les mesures. Donc j'avais déjà dit tout à l'heure que les classes extrêmes, c'est quoi? C'est des classes qui sont assez éloignées de 0 pour les SI, donc assez éloignées de la moyenne pour les MI. Donc c'est des mesures qui sont trop éloignées de notre longueur, et là, les risques d'avoir ces situations, il n'est pas nul, mais il est assez limité. Et c'est pour ça qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait cette configuration. Alors, maintenant, il y a l'instrument de mesure. Alors, plus cet instrument est précis, plus la fréquence des classes centrales est élevée au détriment des classes extrêmes. Donc, d'abord, nous avons décrit l'histogramme pour un instrument de mesure donné, avec des classes au centre qui sont assez élevées, mais des classes sur le côté, sur les flancs, qui sont assez basses. Mais cette différence peut devenir encore plus aiguë si nous utilisons un instrument de mesure assez précis. Ça veut dire que les valeurs des mesures seraient de plus en plus serrées aux alentours de la vraie longueur, et donc on doit s'attendre à ce que les classes de milieu qui sont déjà les plus fréquentes deviennent plus fréquentes au détriment des classes qui sont sur les extrêmes, parce que les classes sur les extrêmes représentent une mauvaise mesure. Mais avec un instrument de mesure assez précis, les mauvaises mesures n'ont pas à avoir lieu, et même s'ils apparaissent, elles seraient très peu fréquentes. Donc, voilà un genre d'histogramme qu'on peut obtenir pour 200 observations. Donc, finalement, on voit bien que nous avons des classes qui sont les plus élevées. Donc, voilà la classe la plus fréquente. Elle est là. Les classes qui sont autour, elles sont aussi à peu près de même importance. Mais quand on va vers les côtés, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, les classes deviennent peu fréquentes. Donc, ces structures résument parfaitement ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais si on pousse ce 200 vers un nombre un peu plus grand, c'est-à-dire 500 par exemple, là, ce trou-là, on risque de ne pas l'avoir, et que finalement, les choses se dressent vers le milieu, toujours au détriment des classes vers le côté droit ou gauche. Alors, si la longueur des classes est assez réduite, les sommets des rectangles de l'histogramme dégagent l'allure d'une courbe plus ou moins régulière, en forme de cloche et ayant pour axe de symétrie l'axe des ordonnées.
Donc, nous avions vu tout à l'heure l'histogramme. Il avait déjà une certaine structure. Si maintenant, au lieu de prendre l'histogramme tel qu'il est, on prend les milieux des sommets de chaque rectangle, et si on les joint par une ligne, on a une certaine allure de courbe qui se dégage et qui a plus ou moins la forme d'une cloche. Et puisque 0 est attendu à être la valeur centrale des classes, on s'attend aussi à ce que l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe qui coupe en 0, soit un axe de symétrie pour cette cloche. Voilà le résultat maintenant avec 1500 observations. Donc on a triplé le nombre d'observations. Vous voyez maintenant que les choses s'arrangent mieux. Nous sommes en train de, avec 1500, les classes, plus on s'éloigne de ce côté-là, plus la fréquence des classes diminue, et même chose de ce côté-ci. Donc, finalement, on peut voir qu'il y a une certaine courbe qui est en train de se dégager avec le 1500 qui peut aller de plus en plus grand. Et on s'attend à ce qu'on ait une courbe qui ait cette forme, justement, qualifiée de courbe en cloche, et qu'un axe de symétrie serait celui-là. Donc, il y a une symétrie de cette courbe par rapport à cet axe. Alors, comme dans l'autre cas que nous avions déjà vu, cette courbe sera considérée comme étant la courbe d'une fonction G, dite fonction de densité, qui définira le modèle de probabilité. Donc, si tout à l'heure, pour l'exemple du cercle et de la flèche, nous avions défini le modèle de probabilité à l'aide d'un segment horizontal, et donc tous les calculs se faisaient à partir d'un grand rectangle 0,2π à la base et de hauteur 1 sur 2π. Maintenant, le segment est remplacé par cette courbe en cloche, et donc ça va nous permettre de calculer les probabilités de n'importe quel événement. Comment on va calculer ces probabilités? La probabilité de tout intervalle est la surface sous la courbe correspondant à cet intervalle. Donc, on a notre surface, on a notre courbe, et nous voulons déterminer la probabilité d'être dans un intervalle donné. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, au lieu de considérer le rectangle à l'origine, qui représentait la fréquence, maintenant, on va tout simplement ignorer le segment au sommet de ce rectangle. On va le remplacer par la tranche de la courbe qui finalement limite ce rectangle par en haut, et nous allons prendre cette nouvelle surface d'un rectangle qui n'est pas un parfait rectangle, parce que les trois côtés sont des segments, mais le côté supérieur, c'est une courbe, c'est-à-dire la partie de la courbe que nous avions vue tout à l'heure, et celle-ci va nous définir la probabilité. Alors, pour finalement nous ramener à une distribution connue, nous allons dire que la fonction G de tout à l'heure, dont la courbe était le graphe, peut être assimilée à une fonction h définie par h de x, qui est égal à k exponentielle moins x carré sur 2 sigma carré. Dans cette fonction, il y a deux paramètres. Il y a le sigma carré et il y a le k. Alors, pour ce qui est du sigma carré, c'est une constante, et cette constante-là, elle est liée à la précision de l'instrument de mesure, donc à la précision de la mesure. Alors que k, c'est une constante aussi, mais elle est telle que la surface totale sous la courbe est 1, puisque après tout, nous avions à l'origine la somme des surfaces de nos rectangles est égale à 1, mais au lieu de calculer les probabilités en partant de ce rectangle, nous avions vu comment on peut les calculer à partir de la surface sous cette courbe-là. Et alors, pour qu'on ait de véritables probabilités, il faut que la surface soit 1. Et alors, la surface sous la courbe de cette fonction sans le k n'est pas 1. Et alors, on multiplie par un k
pour obtenir exactement 1 et donc obtenir une véritable fonction de densité. Donc vous voyez que, mis à part cette constante qui ne nous dérange en rien, mais qui doit tout de même être positive. Pourquoi elle doit être positive? Parce que, rappelez-vous, que d'abord, l'exponentielle de n'importe quel nombre, c'est un nombre positif. Quel que soit le signe ici, ça ne gêne en rien. L'exponentielle de n'importe quel nombre, c'est un nombre positif. Et alors, si on prend un nombre négatif ici, le produit va être négatif. Mais notre courbe était au-dessus de l'axe horizontal. Donc, c'est la courbe d'une fonction positive. Et de ce fait, le cas, il est déterminé pour que l'air sous la courbe soit 1, mais que la courbe soit vraiment au-dessus de l'axe horizontal, et donc il doit être positif. Sa valeur pour cette fonction-là, elle est connue, mais ça ne m'intéresse pas, puisque de toutes les façons, on ne sera jamais emmené à faire ces calculs. On verra plus tard comment on peut les obtenir assez facilement, puisque ça a été fait pour nous. Donc, si l'intervalle est réduit à un seul point, sa probabilité est nulle. Nous avons vu que pour un intervalle donné, calculer la probabilité d'être dedans, c'est calculer la surface sous la courbe pour l'intervalle correspondant. Maintenant, si cet intervalle est réduit à un point, c'est-à-dire si les deux bornes sont égales, il n'y a pas de surface. La largeur est nulle. Il y a une longueur, mais il n'y a pas de largeur. Et alors, le résultat est 0. Ce résultat ne nous pose aucun problème. D'abord, dans le cas continu, on s'intéresse à des intervalles et non pas à des points, plutôt qu'à des points. Deuxième chose, pour le contexte, ce résultat ne nous pose aucun problème. Mais nous avions déjà vu que des événements, de manière générale, peuvent avoir une fréquence non nulle, mais une probabilité nulle. Et on l'a déjà expliqué. Tout simplement parce que la probabilité, c'est en fait la fréquence avec le n au dénominateur qui tend vers l'infini. Il peut l'emporter sur le numérateur et ramener tout vers 0. Mais, peu importe la raison, pour ce qui est du cas continu, un point ne nous intéresse jamais. Nous allons toujours nous intéresser à l'intervalle et donc nous sommes en mesure, à partir de la courbe qu'on s'est proposée, de mesurer l'intervalle. Alors, à partir de cette observation, on peut dire donc que pour calculer la probabilité d'un intervalle, inclure ou exclure l'une de ces bornes ne fait aucune différence. Rappelez-vous qu'au début, j'ai pris une petite précaution. J'avais pris l'intervalle 0,2π, duquel j'ai exclu 2π, en disant que finalement, garder 0 et 2π à la fois, c'est représenter le même point deux fois. Mais maintenant, on voit bien que, puisque nous sommes dans le cas continu, ça ne fait aucune différence de garder 2π et 0, d'exclure 1 ou d'exclure les deux, puisque la probabilité que la flèche pointe exactement à un point, d'après ce qu'on vient de voir, est nulle. Par contre, c'est les probabilités que la flèche pointe à un arc, donc que la longueur soit entre deux valeurs, qui va nous intéresser le plus.